Bonjour, je suis Dimitri Fiedos, donc pas docteur mais interne au CHU de Montpellier. Et donc je vais vous présenter en gros mon projet de recherche qui fera l'objet de ma thèse sur justement la recherche de ces biomarqueurs inflammatoires et métabolites cérébraux chez les patients présentant une dépression unipolaire. Donc, comme on a pu le voir, le modèle stress-vulnérabilité nous apporte des pistes de compréhension sur l'origine des conduites suicidaires et en fait une entité nosographique indépendante des autres troubles psychiatriques. Donc nous allons nous intéresser tout particulièrement à la recherche des caractéristiques neurobiologiques et notamment les dysrégulations du système inflammatoire et des métabolites cérébraux et notamment glutamatergiques. Donc l'inflammation joue un rôle primordial dans les conduites suicidaires et ce de façon indépendante de troubles psychiatriques. On a vu qu'il y avait une augmentation des cytokines pro-inflammatoires, notamment le CRP, l'IL-6, le TNF-alpha ou encore l'IL-1-bêta, et une diminution des cytokines anti-inflammatoires comme l'IL-2. La voie de la kynurénine nous permet de faire ce lien entre l'inflammation et le système glutamatergique. L'inflammation périphérique peut conduire directement à une réponse inflammatoire centrale. En réponse à cela, le métabolisme du tryptophane est détourné donc de la production de la sérotonine à la production de la kynurénine, qui est ensuite convertie en acide chyloninique, qui est une substance neurotoxique. Elle active la neurotransmission du glutamate via le récepteur NMDA, ce qui est associé à un comportement de dépression et de conduite suicidaire. Donc, comment on va mesurer ça? Grâce justement à la spectroscopie par résonance magnétique. Donc, c'est une technique d'IRM qui va nous permettre d'avoir une approche biochimique in vivo et de façon non invasive. Donc, en pratique, on peut aujourd'hui mesurer de façon fiable 5 métabolites au niveau central. Le complexe glutamine-glutamate, qui est un neurotransmetteur excitateur, le N-acétylaspartate, qui est un marqueur de la viabilité et de la densité neuronale, la choline, un marqueur du métabolisme membranaire, la créatine, marqueur de l'état physiologique global du parenchyme, et le myoinositol, un marqueur de la prolifération gliale. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise directement au niveau de la console pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. En gros, en haut à gauche, on voit un spectre. Donc les pics représentent les métabolites cérébraux et l'air sous la courbe, la concentration de ces différents métabolites dans des voxels donnés. Donc les voxels, c'est les carrés verts. Et donc on va étudier des régions d'intérêt, comme le cortex cingulaire antérieur, le cortex orbitofrontal, ou encore le cortex préfrontal. Donc, à l'heure actuelle, il y a très peu d'études de spectroscopie par résonance magnétique sur les conduites suicidaires. Les principaux résultats sont une réduction du N-acétylaspartate au niveau hippocampique chez des patients avec une histoire de tentative de suicide vs des sujets sains. Plus récemment, des taux de N-acétylaspartate qui seraient corrélés négativement avec la douleur psychologique et des taux de choline corrélés plutôt positivement avec l'idéation suicidaire dans le cortex préfrontal droit chez des patients ayant des antécédents de tentative de suicide versus des patients n'ayant pas d'antécédents de tentative. Donc à l'heure actuelle, aucune étude sur la crise suicidaire chez des patients souffrant d'épisodes dépressifs unipolaires. Donc, l'hypothèse de notre étude, c'est que les suicidants auraient une dysrégulation des métabolites cérébraux et notamment le glutamatergique. Donc, l'objectif, c'est de les mesurer grâce à la spectroscopie par résonance magnétique, qui serait en relation avec une augmentation des marqueurs inflammatoires périphériques. Donc, on les mesure aussi grâce à un prélèvement sanguin. Alors, la méthode est assez simple. On a 69 sujets, donc divisés en 3 groupes. Le premier groupe, qui sera le groupe des patients suicidants. Donc, ce sont des patients qui souffrent d'épisodes dépressifs unipolaires avec une tentative de suicide récente, c'est inférieur à une semaine. Le deuxième groupe, qui sont les témoins affectifs qui ont une dépression unipolaire, qui n'ont pas d'épisode de tentative de suicide durant leur vie. Et le troisième groupe, le groupe de témoins sains, contrôle. L'intervention se fait en 2 étapes. Première étape, la phase d'inclusion, avec des critères de non-inclusion assez stricts, à savoir il ne faut pas qu'il y ait de pathologie somatique, pas de pathologie évidemment inflammatoire, ni de prise d'antibiotiques, ni d'anti-inflammatoires. Alors, 24 heures à 48 heures après, on va passer à la deuxième phase, qui se compose en 3 examens. Le premier, c'est la phase clinique, donc on fait passer un examen psychiatrique avec des autos et des hétéroquestionnaires que nous allons voir juste après.
Ensuite, un prélèvement biologique pour mesurer les marqueurs inflammatoires et le passage de l'IRM avec la spectroscopie par résonance magnétique. Actuellement, nous sommes dans l'analyse des résultats. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est des résultats intermédiaires, hein, mais on a déjà des choses qui ressortent. Alors, au niveau de la population, déjà au niveau du sexe ratio, on n'a pas de différence significative entre les groupes, mais avec une majorité quand même de femmes entre chaque groupe, mais ils sont comparables au niveau du sexe ratio. Au niveau, par contre, au niveau clinique, au niveau de l'âge, l'IMC, le périmètre abdominal et la pression artérielle, les groupes sont comparables, donc ça élimine un biais de confusion par rapport aux marqueurs inflammatoires. Au niveau socio-démo, on a trouvé qu'il y avait un nombre d'études, d'années d'études après le CP qui est inférieur chez les patients suicidants comparé aux témoins sains, mais par contre qui est comparable par rapport aux témoins affectifs. Alors là, c'est le résultat qui sort de façon la plus significative pour l'instant. Donc au niveau de la CRP, on a pu trouver que le taux de CRP est significativement plus élevé chez les patients suicidants, et ce comparé aux témoins affectifs et aux témoins sains. Donc ça nous renforce dans cette idée que les marqueurs inflammatoires, comme le CRP, pourraient être, l'inflammation joue un rôle vraiment indépendant dans la conduite suicidaire par rapport aux autres troubles psychiatriques. Alors ça, c'est les échelles qu'on a pu faire passer. Donc on a des scores sur la dépression, la solitude, le rejet, la douleur psychologique, la douleur physique, l'impulsivité, l'abus dans l'enfance ou encore l'isolement social. Donc évidemment, on trouve une différence entre chaque groupe, parce qu'il y a un groupe de témoins sains. Par contre, on trouve qu'il n'y a pas de différence entre le groupe patients suicidants et témoins affectifs pour ces scores, sauf pour la dépression et la douleur physique. Donc, ça nous permet d'éliminer des biais de confusion clinique par rapport justement aux biomarqueurs cérébraux et inflammatoires. Alors, ça c'est au niveau du coup de l'imagerie. Là, on est en cours d'analyse, mais il y a déjà des choses qui sortent. Au niveau notamment du glutamate, du complexe glutamide-glutamate, dans le cortex singulaire antérieur gauche. Donc, on voit qu'il y a que les patients suicidants ont une concentration du complexe glutamine-glutamate inférieure aux témoins affectifs et aux témoins sains, de façon significative. Alors que pour le N-acétylaspartate, donc on a une réduction du N-acétylaspartate au niveau du cortex singulaire antérieur et postérieur bilatéral, significativement inférieure entre les patients suicidants et témoins sains, mais pas entre patients suicidants et témoins affectifs. Et à l'inverse, le rapport Collins sur NAA est augmenté chez les patients suicidants versus témoins sains, mais pas témoins affectifs. Donc, en discussion, donc, ce sont des pistes dans la recherche de biomarqueurs de vulnérabilité suicidaire. On fait un lien entre des facteurs périphériques et centraux. Ce sont des résultats intermédiaires qui sont en accord avec les résultats de la littérature. Pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est la seule étude de spectro qui évalue la crise suicidaire, et notamment avec une TS assez récente dans la semaine. Et les multiples données cliniques nous permettent de corriger les biais de confusion. Donc en perspective, on pourrait avoir une prise en charge adaptée individuelle, une nouvelle approche préventive et pourquoi pas thérapeutique. Voilà, je vous remercie de votre attention.